Je m'appelle Éric Giraud, je suis salarié d'une grande maison du spatial qui s'appelle Ariane Group et actuellement je suis détaché par cette grande maison qui est Ariane Group comme directeur général d'un pôle de compétitivité qui s'appelle Aerospace Valley. Alors, quel a été votre parcours d'étudiant? Alors, plutôt classique et linéaire pour quelqu'un de ma génération. Donc, j'ai eu la chance de faire une classe prépa, donc ce qui s'appelait à l'époque Mathsup, Mathsp, dans le magnifique lycée Pierre de Fermat à Toulouse. Et maintenant, le siège d'Aerospace Valley est à Toulouse, c'est une forme de retour en arrière. Et ensuite, j'ai fait une école d'ingénieur qui s'appelle Centrale Nantes, qui est une école de mécanique, et j'ai fait une spécialisation en matériaux, notamment en matériaux composites. Très bien. Alors, quel a été votre parcours professionnel? Alors, plutôt, enfin, je vais essayer de le résumer. J'ai fait un tiers de ma carrière à peu près comme dans la R&T. Donc, j'ai été embauché dans une société qui faisait de la propulsion solide. Donc, j'ai eu la chance durant toute ma carrière d'être tourné vers l'international, donc ce que j'estime être une grande chance, et l'interculturel, puisque dès le début de ma carrière, donc cette société qui fabriquait donc qui était dans la propulsion solide, fabriquait des missiles tactiques et stratégiques. Donc, j'ai eu la chance d'être leader d'une collaboration avec l'Amérique du Nord. Donc, je passais beaucoup de temps en Amérique du Nord pour collaborer avec des gens de la Navy pour développer ensemble des missiles tactiques. Ensuite, donc ça a duré une dizaine d'années de R&D avec encore une fois, une progression dans ces fonctions-là, où j'ai progressivement pris des responsabilités d'encadrement. Ensuite, je suis passé à ce qu'on appelle la gestion de PNL, de Profit and Loss, donc de compte de résultats. Et en fait, j'ai été directeur d'une activité, une dizaine d'années aussi, d'une activité de production d'équipements automobiles, donc pour les airbags. Parce que, si je résume de manière très rapide, la technologie des airbags, en tout cas la technologie de ce qui gonfle le sac, c'est la même que celle d'un missile tactique. C'est-à-dire qu'on va générer des gaz avec de la propulsion solide. Et donc, j'ai fait une dizaine d'années passionnantes parce que j'ai appris ce qu'était le lean, qui n'est pas forcément. J'ai appris ce qu'étaient les grandes cadences. Donc, j'ai appris ce qu'était la satisfaction client dans un monde extrêmement exigeant qui est l'automobile. Et puis ensuite, comme je savais gérer des business, on m'a confié des business plus larges. Et donc, chez Ariane Group et chez Safran Héraclès avant, j'ai eu la responsabilité de ce qui s'appelle la vente des équipements civils. Donc, en fait, d'aller à l'export, donc là encore une fois, en Asie, en Amérique du Nord, vendre des morceaux de lanceurs ou des morceaux de satellites ou toujours des équipements pour l'aéronautique militaire. Voilà. Et puis ensuite, le pôle de compétitivité. Bien. Alors, durant votre carrière, avez-vous eu une rencontre particulière? Avez-vous bénéficié d'une rencontre particulière durant votre parcours d'étudiant qui vous a influencé pour vous orienter sur une carrière liée au spatial ou à l'aéronautique? Plutôt le spatial. Alors, j'avais eu la question avant, donc je me suis posé cette question, parce que ce n'est pas une question qu'on se pose tous les jours. Et de manière assez curieuse, ce n'est pas une rencontre. Il se trouve que enfant, j'étais passionné par la Formule 1. Et donc, j'étais passionné par une marque qui s'appelle Lotus, dont le créateur est un Britannique qui s'appelle Colin Chapman, et qui intégrait dans les voitures de Formule 1 la technologie de l'aéronautique pour les rendre plus légères et tout ça. Et ensuite, un de ses successeurs, John Barnard, a développé une voiture qui s'appelle la McLaren en utilisant les monocoques carbone venus de l'industrie spatiale. Donc, moi qui rêvais de travailler dans la Formule 1, si je fais simple, je me suis dit, tiens, je vais commencer par l'aéronautique et l'espace. Et puis finalement, quand on rentre là-dedans, eh ben, on y reste. Puisqu'on découvre des technologies vraiment high-tech, des sujets passionnants. Et donc, je suis resté rocket scientist et je n'ai jamais travaillé dans la Formule 1. Très bien. Alors, durant votre carrière, vous avez vécu et bénéficié des différentes révolutions technologiques, notamment celle de la miniaturisation qui touche tous les secteurs industriels.
comment considérez-vous la période que nous vivons actuellement? Alors, effectivement, la miniaturisation, je ne sais pas. En tout cas, la numérisation, pour sûr. Le big data qui est arrivé, qui est quelque chose que je vous parlais de ma carrière ou une partie de ma carrière dans l'automobile. Donc, l'automobile, les grandes séries et aujourd'hui même l'aéronautique, la plupart des processus sont suivis en maîtrise statistique des processus, hein, qui a été le début du big data. Aujourd'hui, dans Aerospace Valley, je touche à des sociétés qui font de l'intelligence artificielle, donc à des sociétés spatiales qui utilisent les données satellitaires donc d'observation de la Terre. Donc, c'est quelque chose forcément auquel j'ai été confronté. Après, j'ai la chance ou la malchance d'avoir une carrière assez longue, hein, ça dépend comment on regarde. Donc, il y a une autre évolution pour moi qui a été importante dans ma carrière, c'est celle du transport aérien, puisque quand j'ai démarré ma carrière, le transport aérien n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. C'est sûr que le progrès va vite, tant mieux, c'est grâce aux ingénieurs. Je pense que beaucoup de solutions aux problèmes qui nous sont posés sont dans le progrès. Et donc, sur la miniaturisation, pour revenir à votre question, on la voit aujourd'hui beaucoup sur les satellites. Alors, c'est à la fois, comment dire, c'est un vecteur surtout d'embarquement de plus de puissance pour un volume qui va rester le même au final, puisqu'en miniaturisant, on peut embarquer plus de puissance, plus de densité de puissance aussi dans les batteries, et ainsi de suite. Donc, toutes ces miniaturisations de technologies sont profitables pour cela. Alors, pouvez-vous nous présenter Aerospace Valley? Oui, absolument. Donc, Aerospace Valley, c'est un pôle de compétitivité. Les pôles de compétitivité ont été créés en 2005. Donc, ils ont aujourd'hui, ils auront bientôt 17 ans. Donc, c'est un pôle de compétitivité donc c'est un outil régional. Le territoire, entre guillemets, malheureusement, il ne m'appartient pas, mais c'est la Nouvelle-Aquitaine et c'est l'Occitanie. Donc, ça veut dire on couvre de Poitiers jusqu'à Nîmes. C'est 25% à peu près du territoire national. Et donc, la vocation d'un pôle de compétitivité, c'est de favoriser le développement des territoires par l'innovation. Et dans notre cas, nous sommes un pôle filière, puisqu'il y a des pôles technologiques, un pôle filière. Donc, nous adressons 3 filières, qui sont la filière aéronautique, la filière spatiale et la filière drone. Et donc, on est sur ces 2 régions parce que lors de la dernière enquête INSEE révèle que 40% des emplois français dans ces 3 filières, ils sont sur ces 2 régions. Et pour le spatial, c'est plus de 50% des emplois français qui sont sur ces 2 régions. Donc, c'est un creuset, donc c'est la vallée de l'aérospace. Entre les Pyrénées et puis le Massif central, on a une vallée assez large et qui abrite ça. Donc, notre vocation, c'est d'animer cette communauté. Aujourd'hui, on a 812 adhérents qui couvrent toute la chaîne de valeur, c'est-à-dire qu'on a tous les grands groupes de l'aéronautique, du spatial et des drones qui sont adhérents. Dans ces 812 membres, on a 600 PME du territoire. On est autorisé aussi à avoir des adhérents en dehors de ce territoire que je vous ai décrit, jusqu'à 15% de membres. Et aujourd'hui, on est un peu à 10% à peu près de gens qui viennent de partout en France. Nous avons la chance d'avoir toutes les écoles et les universités du territoire qui traitent donc qui sont adhérentes. Donc, c'est 30 établissements, écoles et universités qui sont adhérentes et qu'on essaye d'animer aussi, de mettre en relation avec les industriels. Les centres de recherche également. Et puis, quelque chose qui est très important, on en parlera dans les questions qui suivent sur les startups, on a un collège de financeurs privés, donc de banques, de fonds d'investissement, qui viennent là pour qu'on les mette en relation avec des sociétés qui cherchent de l'argent, donc start-up sur du fonds d'amorçage, ou des PME qui sont en voie de développement, qui ont besoin de capital développement pour leurs ambitions de production de développement. Donc voilà, on fait ça et on anime cette communauté donc sur ces 3 filières en transversal avec 5 technologies, ou 5 axes technologiques. Le premier, c'est les solutions pour l'usine du futur. Le second, c'est la propulsion énergie embarquée, qui est très importante de nos jours avec les aspects de décarbonation. Le troisième, c'est l'économie des données et l'intelligence artificielle. Ensuite, nous allons voir un quatrième qui est les structures, matériaux et procédés, important aussi pour l'ensemble de ces filières.
Et le dernier, qui regroupe la plus grande communauté, c'est les systèmes embarqués et communicants, donc tout ce qui est avionique, systèmes communicants qui sont pas communs, mais qui sont des problématiques communes, en tout cas, à l'aéronautique, au spatial et autres. Voilà ce que je peux vous dire. C'est très riche en tout cas, très riche en informations. Alors, au vu des différents développements du New Space et de l'aéronautique à l'international, quels sont les différents enjeux d'Aerospace Valley? Alors, on va commencer par l'aéronautique. Le premier enjeu de l'aéronautique, c'est la transition énergétique, c'est-à-dire la nécessaire décarbonation de l'aéronautique pour qu'il y ait une acceptation sociétale et pour prendre toute notre part au challenge du réchauffement climatique, hein, de faire en sorte d'arriver à une aéronautique zéro émission. Donc, ça, j'y reviendrai puisque il y a des questions sur projet emblématique, hein, donc on reparlera de ça un peu plus tard. Donc ça, c'est le premier enjeu de l'aéronautique. Le deuxième enjeu de l'aéronautique, c'est celui de la compétitivité, c'est-à-dire que dans le cadre mondialisé de ce qu'est l'aéronautique, on a une nécessité, si on veut garder cette industrie qui est une industrie leader en France, eh bien d'être extrêmement compétitif, puisqu'il y a une compétition entre des grands avionneurs Airbus en Europe, Boeing aux États-Unis, celui qui émerge qui est Comac en Chine. Donc, ces grands avionneurs vont se livrer une compétition terrible. Et si on veut garder les emplois et l'excellence de cette filière sur notre territoire, eh bien, il faut être extrêmement compétitif en coût. Donc, c'est la probablement le deuxième enjeu. Pour le spatial, c'est un peu différent. C'est-à-dire que le spatial est en pleine expansion. Le spatial est en train de muter ou de pivoter, c'est déjà fait aux États-Unis, mais de pivoter en Europe vers un système hybride. Le spatial, anciennement, c'était l'affaire des agences et du financement institutionnel et public. Et ce qu'on a appelé le mouvement du New Space fait que massivement de l'argent privé vient alimenter des entreprises pour qu'elles se développent. Hein. Donc, le modèle que tout le monde a en tête, c'est SpaceX, mais il y a beaucoup d'autres développements, notamment en Europe aussi. Hein. On a beaucoup de startups qui se développent dans l'utilisation des données spatiales, par exemple, et apporter aux collectivités locales, dans le cadre du réchauffement climatique, un certain nombre de choses. Donc là, le premier défi, c'est ce pivotement, c'est-à-dire aller convaincre des financeurs privés de financer l'industrie spatiale européenne qui est d'excellence, hein, qui est de classe mondiale, hein, et même de très haut niveau. J'en veux pour preuve les éléments français qui sont sur le robot Persévérance qui est sur Mars. Hein. Il y a beaucoup d'éléments français, notamment Supercam, qui a été fabriqué par des Toulousains. Donc ça, c'est le premier enjeu, hein, trouver de l'argent pour… Et le deuxième enjeu, c'est effectivement tout ce qui est cette révolution des usages, c'est-à-dire faire en sorte, nous aussi, je veux dire l'Europe, d'aller coloniser cette orbite basse pour mettre en place des constellations qui, au service, encore une fois, du citoyen et au service de l'observation du climat, puisque c'est une des données essentielles, je pense, du futur du spatial, c'est cette observation du climat et faire en sorte de mesurer comment les actions qu'on peut prendre vont dans le bon sens ou pas. Alors, pouvez-vous nous présenter un ou deux projets phares que développe Aerospace Valley? Alors oui, donc je vous ai cité le challenge de l'aviation décarbonée, nous avons un projet phare qui s'appelle MAEL, pour mobilité aérienne légère et éco-responsable, pas décarbonée. Donc qu'est-ce que c'est que MAEL? MAEL, c'est parti d'un constat que les grands industriels de la filière aéronautique, que sont Airbus, Dassault, Safran et Thales, travaillent sur l'aviation commerciale, et avec les problèmes de l'aviation commerciale, la taille des avions, la certification de ces avions, qui rend complexe l'avènement de nouvelles technologies. Il existe une aviation dite légère, qui est, je caricature l'aviation du dimanche, hein, des pilotes amateurs. Cette aviation, on s'est posé la question de savoir si c'était un marché. Or, c'est un marché de plus d'un demi-million de machines dans le monde, des machines âgées, 35 ans de moyenne d'âge, donc qu'il faut renouveler. Et ces machines bénéficient ou sont sujettes à une certification qui s'appelle l'ACS 23, qui est moins exigeante que l'aviation commerciale. Donc, on peut rentrer des innovations
via l'aviation légère. Par exemple, imaginez faire voler un avion à l'hydrogène dans l'aviation légère pourrait aller plus vite et les niveaux de puissance requis sont beaucoup plus faibles que pour un avion commercial de 200 passagers. Donc, on pense que cette aviation légère est un bon vecteur pour accélérer la transition énergétique. Et donc, ce projet Maël, il réunit une communauté de 250 entreprises du pôle, dont des avionneurs qui sont des pionniers de l'aviation légère et qui sont des avionneurs en région, qui sont des leaders de cette décarbonation. Donc, en Nouvelle-Aquitaine, on a Elixir, qui est un avion certifié déjà, et on a Voltaero, qui fait un avion hybride. En Occitanie, on a Aura Aero, qui fait un avion, qui a un projet d'avion 19 places et qui fait des avions de voltige. On a Flight Ascendance Technologies, et puis Daher, bien évidemment, qui fait un avion. Donc, qui va vers la décarbonation. Donc, on a des champions qui tirent la filière, 250 boîtes autour, et on essaye de faire en sorte que des projets émergent, trouvent du financement ou public ou privé, de manière à assez vite voir ces petits avions électriques ou hybrides ou à hydrogène ou à pile à combustible arriver et puis inspirer les ingénieurs qui travaillent dans les grandes maisons que sont Airbus, Dassault, Safran, Thales, pour que ces technos soient après utilisés sur le commercial. Donc ça, c'est un premier projet. Un deuxième projet qui nous tient à cœur, c'est un projet qu'il y a sur les deux régions, qui est relatif à l'usine du futur, puisque la compétitivité est au cœur des problématiques aéronautiques, mais le spatial aussi. Faire une constellation de satellites, ça nécessitera d'être compétitif en coût et donc de produire à bas coût. Donc, nous sommes partenaires de deux plateformes dites d'accélération l'usine du futur pour que des entreprises viennent s'acculturer à ce qu'est l'usine connectée, voir ce que sont ces machines. Donc, en Occitanie, quelque chose qui s'appelle PADOC, qui est en Nouvelle-Aquitaine, qui s'appelle Propulse, et pour lequel on a déjà un démonstrateur qui s'appelle Practice 4.0. Et pourquoi ils sont importants? Parce que ces deux choses-là sont implantées dans des écoles. Dans une maison de la formation qui s'appelle Jacqueline Auriol, qui réunit toute la filière génie mécanique à Toulouse. Et donc, des étudiants sont formés sur cette usine-école et voisine avec des patrons d'entreprise. Donc, il y a une connexion entre l'industrie et puis le niveau académique. Et à Bordeaux, c'est pareil, ce Practice 4.0 est abrité par l'École des arts et métiers. C'est des élèves des arts et métiers qui opèrent cette usine quand on est en démonstration pour des industriels. Et donc, voilà, le lien fait entre la filière de formation, les académiques et puis l'industrie prend toute sa place et on forme là-dessus les futurs utilisateurs dans nos usines de ces usines connectées. Voilà deux grands projets que nous menons parmi d'autres. Très bien. Alors, que conseillez-vous aux jeunes filles et aux jeunes garçons intéressés par le spatial et l'aéronautique? Alors, qu'est-ce que je conseille de rentrer dans la carrière? Alors, je vais d'abord le conseiller aux jeunes filles parce que moi, j'ai eu la chance d'avoir une carrière à l'international, d'être un fervent défenseur de la diversité culturelle, mais aussi de la diversité dans l'entreprise, hommes-femmes. On n'a pas assez de jeunes filles dans nos filières, ce qu'on regrette. Le pôle commence à se mobiliser pour faire des événements particuliers autour de ça, sur notamment les femmes et l'intelligence artificielle, faire rentrer dans la carrière, montrer que ces postes-là, dans l'aéronautique, le spatial, sont ouverts à des jeunes filles, qu'elles sont aussi douées, si ce n'est plus que les garçons, parfois sur certains postes. Et c'est 50% du potentiel pour nos filières. Ensuite, il faut rentrer dans la carrière parce que la période qu'on vit est absolument passionnante. Je rêverais d'avoir 30 ans de moins. Je serai plus jeune, premièrement, mais surtout les challenges technologiques. Donc, tout ce qui est décarbonation de l'aéronautique, par exemple, faire voler des avions électriques ou hybrides ou à l'hydrogène, c'est des challenges technologiques merveilleux. On était dans l'optimisation de machines, là on passe dans des machines complètement nouvelles, il faut inventer une science, il faut inventer des composants. Enfin, c'est très honnêtement pour des ingénieurs quelque chose de passionnant. Pour l'espace, c'est pareil, c'est-à-dire qu'il y a d'une part l'exploration, l'exploration de Mars, l'exploration de la Lune, on va retourner sur la Lune, donc faire de l'exploration et renvoyer des hommes sur la Lune, peut-être un village lunaire à horizon d'une dizaine d'années. Ces constellations qui vont permettre d'être connectés partout dans le monde et puis de suivre les évolutions du climat. Donc, tous les challenges sont absolument passionnants sur ces trois filières et les drones, c'est la même chose, contribuent à ça. Donc, rentrer dans la carrière. Voilà mon conseil.